Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Du rouge, du vert, du doré, de l'étincelant sur les places de marché, du fluorescent même sur les ronds-points. Dernier jour de l'année 2018 et l'esprit de Noël qui se fait encore attendre au moment où j'enregistre cette avenue Gustave V. Soyez les bienvenus. Jean-Christophe Dimino, je suis podcasteur spécialisé en immobilier. En fait, c'est mon métier. Je suis agent Keller-Williams. Je vous aide à vendre ou à trouver votre bien immobilier sur Nice et dans sa région. Avenue Gustave V, ce rendez-vous, c'est info, conseils et confidences autour de l'immobilier. Mon nouvel invité est un romancier qui a grandi à Nice, ça tombe bien, Didier Van Ceuwelaerts, prix Goncourt pour Un aller simple en 1994, auteur de nombreux livres à succès, pièces de théâtre, longs métrages. Cette année, il aura sorti coup sur coup un film, J'ai perdu Albert, et un nouveau bouquin, Les émotions cachées des plantes, publié chez Plomb, et c'est formidable. Didier Van Ceuwelaerts, hypersensible comme tout artiste, écoutez-le parler de ses souvenirs d'enfance à Nice. Avenue Gustave V, Jean-Christophe Dimino, agent Keller-Williams Masséna. Là où je suis né, rue Alexandre-Marie, dans le Vieux-Nice, et où mon père avait son cabinet d'avocat, et ce lieu où j'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 4 ans, j'ai des souvenirs de rêves. Il est rare qu'on ait mémorisé ses rêves, mais je sais que ces rêves ont eu lieu là, à cette époque, puisqu'après on a déménagé, ma mère était hors les collines, donc on est allé dans le monde des fleurs sur les collines de Nice, et là, avant de savoir écrire, quand j'étais gamin, je jouais comme tous les gamins, mais je scénarisais beaucoup, et je torturais mes personnages qui étaient des ours en peluche, qui étaient les petits soldats, tout ça. Et je me souviens un jour dans ma chambre d'enfant, qui était une pièce assez étroite, très, très haute de plafond, et j'ai tout à coup, dans mon rêve, les personnages mes ours en peluche, mes soldats, qui se mettent à grandir, et qui m'étouffent. C'est un seul cauchemar de ma vie, ça. Et à un moment donné, je découvre ce geste qui n'existait pas encore à l'époque, de zapper. Et je ferme très fort les paupières et je change de rêve. Donc le fait que j'ai appris le maniement de mes rêves, j'étais ce qu'on appelle un rêveur lucide après pendant des années, jusqu'à ce que je commence à écrire, et où là j'ai plus besoin d'être ce rêveur lucide. Et c'est vraiment ce lieu où je reviens souvent, parce que un couple d'avocats a racheté l'appartement il y a longtemps et m'invite de temps en temps, et chaque fois que j'entre dans cette chambre, qui est toujours une chambre d'enfants d'ailleurs, d'autres enfants que celui que j'ai été, ce lieu me raconte à chaque fois cette émotion d'avant mes 4 ans, quoi. Et c'est extraordinaire, la mémoire des murs. La maison où je vis aujourd'hui, dans une chaumière dans la forêt de Rambouillet, a une mémoire très forte, et pas simplement mémoire d'événements, la mémoire de la création. Vous savez, un écrivain qui crée dans une maison, ça sort de sa tête, ça imprègne les murs, ça imprègne les odeurs, se mêlent aux idées, aux personnages, la qualité du silence, toutes les émotions que nous apportent les maisons. C'est très important dans ma vie, c'est très important dans ce que j'écris et dans ce que je montre au cinéma. Vous qui êtes un hypersensible de nature, de naissance, et vous en avez fait votre métier, hyper lucide aussi. Quand vous rentrez dans une maison, une propriété, une demeure, vous êtes invité, quelle est la pièce qui vous parle le plus? Ça dépend des lieux, mais c'est vrai que... Vous êtes attiré naturellement vers quelle pièce? La chambre, évidemment. Ça dépend des gens chez qui je suis aussi. C'est vrai qu'il y a des gens, on a envie de dire dans quelle pièce ils dorment ou dans quelle pièce ils travaillent. Quand c'est une maison d'écrivains, de créateurs ou de sculpteurs, tout ça, l'atelier ou le lieu de création, évidemment, ce qui me touche le plus. Mais ça dépend vraiment des maisons. Moi, j'attends que la maison me parle, m'appelle. Et ça, à chaque fois, comme avec une rencontre humaine, c'est différent. On ne peut pas avoir d'idées préconçues. C'est la surprise. On marque une pause, quelques informations liées à l'immobilier, et on revient avec vous, Didier Van Ceuwelaerts, pour parler de ce film qui sort directement de votre imagination. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. Et dans l'actualité du moment, taux d'intérêt qui remonte, encadrement des loyers et puis prix de l'immobilier à Nice. Tiens, on va commencer par les taux d'intérêt, indicateur de confiance que tout le monde scrute avec attention, que ce soit les professionnels ou les particuliers. Ces taux d'emprunt sont pour la première fois depuis longtemps repartis à la hausse. En novembre, les banques françaises ont légèrement relevé leurs taux réservés aux particuliers en moyenne. Toute durée confondue, on est à 1,44%
selon la dernière étude CSA pour le crédit logement. Légère hausse, frémissement, mais pour le moment c'est toujours inférieur à l'inflation, donc on se rassure comme on peut. Et puis autre indicateur toujours révélateur d'une situation à l'instant T, l'apport personnel des emprunteurs est en baisse, forte baisse même. Son taux chute de 7% sur la période glissée des 11 derniers mois. En fait, la pratique qui consiste à allonger, vous connaissez, allonger la durée du prêt pour abaisser les mensualités, pour compenser un apport parfois trop juste, eh bien cette pratique commence à toucher ses limites. On va pas rentrer ici dans les détails d'experts techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la capacité d'emprunt se dégrade, surtout pour les primo-accédants, et que les taux d'apport personnel des emprunteurs ont rarement été aussi bas par le passé, même durant la crise économique et financière des années 2008-2009, à surveiller de très très près donc. Autre information, et c'est confirmé depuis le 11 décembre, la mairie de Paris va demander la remise en place de l'encadrement des loyers dans la capitale. Ce sera dans quelques mois, en application de la loi Elan qui autorise cette pratique. Les bailleurs parisiens devront plafonner leurs loyers. Seront concernés uniquement les baux d'habitation remis sur le marché ou tous les renouvellements à la hausse, les locations saisonnières, logements de fonction et autres contrats de location dans des résidences étudiantes, seniors ou de tourisme ne seront pas concernés par la loi Elan. D'autres grandes villes ou métropoles comme Lyon et Aix-Marseille ont 2 ans pour se prononcer sur le bien fondé ou pas de cette mesure. Les prix de l'immobilier à présent à Nice, on parle là des transactions. Alors le prix médian de référence est à ce jour de 3 620 € le mètre carré. Bien sûr, c'est variable d'un immeuble à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'un standing à l'autre. La tendance globale, il faut le savoir, est à la baisse sur le dernier semestre avec en volume moins 10%, incluant la vente de maisons et d'appartements neufs et anciens. Alors le prix de vente des appartements anciens, pour le moment, reste positif, à plus 4% même, soit 3 470 € le mètre carré contre 5 010 € dans le neuf, légère baisse dans le neuf, moins 2%. Les ventes de maisons individuelles, elles, ont lourdement chuté de 18%, soit un prix médian de 3 770 € le mètre carré dans l'ancien. Le stock de maisons actuellement est important sur Nice et le volume de vente assez réduit, donc beaucoup d'offres, pas assez de demandes et une bataille des prix qui fait rage, notamment en négociation. Enfin, si vous voulez savoir la valeur moyenne d'une place de parking à Nice, eh bien c'est 27 290 € prix médian, j'entends bien sûr. Certaines places de parking partent à 18 000 €, quand d'autres peuvent se négocier jusqu'à 32 600 €. La ruée vers les parkings continue sa folle chevauchée. Allez, on poursuit notre discussion avec le romancier Didier Van Kevelaert. Avenue Gustave V. Didier Van Kevelaert, j'ai perdu Albert. Zach, donc le personnage principal, aux côtés de Chloé, qui est Julie Ferrier, l'actrice qui a fait ses preuves sur les planches. Zach, c'est Stéphane Plaza, un peu à contre-courant. C'est-à-dire que moi, je suis passionné des émissions de Stéphane parce que aussi bien maison à vendre, les gens qui recherchent appartement. un appartement ou les gens qui sont obligés de quitter un lieu. Et où Stéphane leur explique, parfois avec ses décoratrices, que ils risquent pas de le vendre comme ça parce que la déco est un peu nulle, ils ont entassé des souvenirs sans intérêt, personne peut s'y projeter. Les gens sont dans une fragilité extrême. Ouais. Ce sont des moments où il faut toute l'empathie, la vraie gentillesse de Stéphane, sa vraie psychologie pour que les gens vivent le moins mal possible cette épreuve. Et ça me fascine. C'est vraiment un programme que je regarde avec grand intérêt et avec beaucoup d'émotion aussi. Il y a le côté déconneur de Stéphane, mais on sent quand il aime les gens, quand il est touché. Voilà, il y a une délicatesse. Et tout ça, je me disais, il y a fatalement derrière la jovialité du personnage, il y a des failles, il y a des fêlures. Une fragilité. Pour il y a des drames cachés, il y a de la pudeur. Et évidemment, pour un metteur en scène, aller chercher ces zones d'ombre, c'est formidable. Et je me disais, évidemment, il faut changer son look. Il ne faut pas qu'on pense à cet animateur. L'exposition de Stéphane est gigantesque. Ouais. On n'a jamais vu quelqu'un avoir autant d'émissions, être aussi présent à l'antenne tout le temps. Donc, il fallait lui créer une autre apparence et donner à voir quelqu'un neuf, et là le pari est réussi. Donc cette barbe de 4 jours, voilà, ce côté tous les gens peu, qui voient le film disent, on pense pas à l'animateur, on est tout de suite dans ce personnage qui en même temps, le film est une comédie, mais une comédie
construite sur les émotions, le décalage de situation de ces personnes. C'est le spectateur qui rigole, c'est pas les acteurs. Et Stéphane a donné toute cette part de vérité à la détresse de cet homme qui en plus croit qu'il devient fou parce qu'il entend une voix dans sa tête qui est du jour au lendemain, qui est celle d'Einstein. Et puis quand il va comprendre le mode d'emploi d'Einstein dans sa tête, qui a besoin de lui pour sauver les abeilles, là du coup ce personnage devient une bombe atomique. Et toute l'évolution de Zach, de Stéphane Plaza dans le film, j'avais besoin de cette vérité, de ce socle émotionnel qu'il m'a donné tout de suite, et c'était ce qu'il demandait, voilà, à un metteur en scène, de l'emmener ailleurs pour pouvoir exprimer une autre forme de vérité qu'il a en lui. Donc c'était votre premier choix, c'était la projection de votre personnage, celui que vous avez créé. Ah, quand je l'ai rencontré, je me suis vraiment... Et puis la première lecture... Il est midi là, on enregistre juste à midi pile, vous savez. Vous connaissez Anis? Oui, la première lecture a été une évidence. Il était ce personnage, et la manière dont il réagissait à mes indications, je me suis dit, ok, c'est bon. Alors, tiré d'un livre écrit par Didier Van Kevelaert aux éditions Albin Michel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes passé de effectivement cette production romanesque à cet objet cinématographique. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois qu'au moment où je commence à travailler ce sujet, en tant que roman, je me dis ça doit être un film aussi, et je construis en parallèle les deux plans parce que je voulais vraiment, j'avais besoin que ce soit à la fois un livre et un film, parce que les personnages et la situation me le demandaient. Cette double existence, en langage romanesque et en langage cinématographique. Ça a été une évidence dès le début, ça. Et vous vous êtes dit, il n'y a que moi pour le réaliser finalement. J'aimerais le réaliser, le porter à l'écran, celui-ci. Ah oui, il y a des tas de romans de moi, j'ai fait l'adaptation, j'ai donné à des réalisateurs. Parfois on m'a proposé, j'ai dit non, je pense que d'autres le feront mieux que moi. Par exemple, mon roman Hors de moi, qui est devenu Sans identité, avec Liam Neeson et Diane Kruger, était au départ un projet français. Quand j'ai su que les Américains s'y intéressaient, j'ai dit non, il faut... Et quand j'ai vu la qualité des personnes, j'ai dit non, je ne vais pas aller réaliser en Amérique, je veux rester sur mon territoire, je suis lucide sur mes compétences. En revanche, sur J'ai perdu Albert, la médiumnité, je connais bien, les abeilles, je connais bien. Je savais comment indiquer tout ça. Et je ne voulais pas qu'il y ait de caricature de la médiumnité, ni de fascination, de prosélytisme, tout ça. Mais ce qui m'intéressait, c'est de montrer aux gens comment fonctionne au quotidien quelqu'un qui est une femme comme une autre, sauf qu'elle est en plus sur un niveau d'information décalé, médiumnique, et comment vivre, voilà, quand on a des informations sur tout, comment vivre une relation d'amour alors qu'on sait tout de suite si son mec vous trompe parce que vous avez une petite voix dans la tête qui vous le dit. C'est très dur pour l'entourage, c'est dur pour soi-même. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis quand du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, on devient médium malgré soi, c'est ce qui arrive à Stéphane Plaza. Voilà, tout ça, j'avais envie, besoin, et je pensais que j'étais vraiment l'homme de la situation pour indiquer tout cela. Écoutez, je l'ai vu sur un écran de 15 mètres sur 7. Oui. Ce film, J'ai perdu Albert, l'avant-première au Pâté Nice, Gare du Sud. C'est réussi parce qu'il y a aussi un souci esthétique, évidemment. Il y a un soin particulier apporté à la photographie, au cadrage, très proche des personnages. Oui, et j'ai un merveilleux chef opérateur qui est Michel Amathieu, et qui est autant passionné par la littérature que je le suis par l'image. Et c'est ça le travail avec un technicien, c'est unir chacun ses compétences et ses domaines d'intérêt au service du même projet. Et moi je savais très bien ce que je voulais, les ambiances que je voulais, les cadrages, et je disais parfois à Michel, pas besoin d'employer des termes techniques, je disais là je voudrais une lumière d'aquarium, très bien, et lui il me dit je prends telle chose. C'est pas très compliqué techniquement de faire un film. Il faut savoir s'entourer des meilleurs, savoir que leur demander et savoir apprécier leur travail. Et agir en chef d'orchestre pour que tout marche ensemble. La lumière, la déco, les costumes, le jeu. Voilà, c'est avoir l'œil sur tout, mais s'entourer des meilleurs artistiquement et humainement. C'est comme ça que j'ai pu faire ce film très ambitieux qui paraît très riche parce que l'image et le décor sont très riches, mais on a tourné ça en 8 semaines et j'ai pas dépassé grâce aux qualités techniques de mes comédiens et de mes techniciens. Avec quelques jolies scènes d'ailleurs sous le soleil de la Côte d'Azur et de Nice, c'était un vrai plaisir. Toute dernière question, Didier Van Kevelaert. Le thème principal, c'est la médiumnité de ce film et de ce roman J'ai perdu Albert. Mais on se dit malgré tout, le médium, c'est
c'est l'auteur, c'est le romancier. C'est pas vous qui écoutez, qui entendez les voix de vos personnages? Moi, ma forme de médiumnité, c'est l'imaginaire. Et j'ai pas envie d'en avoir d'autres. Mais j'ai envie de donner à voir. J'ai envie de faire parler l'invisible. Et voilà. Et après, et de l'incarner par ses comédiens, par ses situations. Et puis après, chacun se fait son opinion. C'est vrai que je donne la parole dans le film aussi à ceux qui n'y croient pas du tout, qui peuvent parfois avoir de bonnes raisons d'être sceptiques parce que ils seraient pas armés pour accepter que l'invisible existe, soit présent, et pourquoi eux n'auraient pas de signes, pourquoi, je veux dire, des gens qui sont des sceptiques apparemment fermés peuvent faire des choses formidables en ayant ce caractère-là, d'autres non, et puis des gens qui croient à la médiumnité peuvent se comporter comme des salauds, des manipulateurs, donc il n'y a pas une vérité pour tout le monde, mais la vérité est disséminée partout. Le tout, c'est qu'elle agisse comme un puzzle, de rassembler les puzzles comme ça, et les gens complémentaires. Et c'est vrai que le message du film, c'est aussi que c'est l'histoire d'un ménage à trois, deux vivants et un mort. Et le mort, il est là pour agir comme un trait d'union entre ces deux êtres qui n'auraient pas pu se connaître, se rencontrer, se comprendre, s'apprécier s'il n'y avait pas eu Einstein entre eux, quoi. Et voilà, ça c'est le genre de message que j'ai envie de faire passer sur la réconciliation et la reconnexion de tout ce qui ne devrait pas être séparé. L'homme et la nature, les vivants et les morts, les pauvres, les riches. Les gens seuls parmi la foule. Exactement. La solitude peut être un cadeau merveilleux, ça peut être le pire des poisons. Le tout est de savoir qu'en faire. Et quand deux solitudes meurtries se rencontrent et construisent non pas une solitude à deux, mais un vrai partage, c'est merveilleux, et c'est la fin du film. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur avec ce film. Merci. Et ça va vous donner évidemment envie de poursuivre derrière la caméra. Absolument. Didier Van Kovelaert, merci. Merci à vous. Avenue Gustave V, Jean-Christophe Dimino, agent Keller-Williams Masséna. Il est temps maintenant de refermer cette avenue Gustave V, épisode et bien d'autres à retrouver sur Apple Podcast, Google Podcast, Twitter, Facebook, Spotify. Abonnez-vous, partagez si ça vous dit. Merci encore. Les émotions cachées des plantes, chez Plon, c'est formidable. Le tout dernier livre de Didier Van Kovelaert, et ça fera un très joli cadeau pour Noël, je vous le recommande. Je vous dis à bientôt, passez de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2019, peut-être pour une nouvelle formule de Avenue Gustave V. Avenue Gustave V.